Comme vous le savez, la communication, c'est de la manipulation et rien d'autre. Nous passons notre temps à nous manipuler. Nous manipulons les autres et nous nous manipulons nous-mêmes. Nous manipulons les autres rien qu'en se présentant aux autres. Suivant comment on va s'habiller, si on va se maquiller, si on va se peigner, on va prendre le temps. Pour un homme, se tailler la barbe, pour une femme, se faire les lèvres, les cils, les sourcils. Tout ça, c'est de la manipulation. Nous manipulons nos enfants sans cesse, en leur imposant des règles, en fait, qui ne sont que des règles de la société, pour les aider à pouvoir avoir une intégration et à s'adapter à l'extérieur de la maison. Et en même temps, on manipule nos enfants en leur indiquant des choses à faire alors que nous, on ne les fait pas, et puis qu'on ne les fera plus jamais. Mais on a compris ces règles. La manipulation, c'est le matin, en se réveillant, en se disant « la nuit a été difficile, vivement ce soir que je me couche, la journée va être longue ». On vient déjà de se manipuler en se faisant une induction que la journée va être longue. Tout est manipulation. Absolument tout est manipulation. Une vitrine, la décoration d'une vitrine, c'est de manipuler le client pour lui donner envie de rentrer. La publicité, la politique. Les livres sont de la manipulation. La grande différence, c'est que les livres, on ne peut pas donner notre avis, on ne peut que subir ce que l'on est en train de lire, on prend ou on laisse. On est manipulé en ayant la capacité de pouvoir regarder sans réagir automatiquement, comme sur les réseaux sociaux, à chaud, je ne suis pas d'accord, et on va exprimer son argument. Et pourtant, même les réseaux sociaux ne sont que de la manipulation, vous obligeant à réagir si vous n'êtes pas capable de prendre cette distance et de laisser à cette personne ce qui lui appartient sans nourrir son attente. Car une personne qui va mettre une provocation sur Internet, elle attend qu'une chose, c'est que vous réagissiez pour se servir de votre réaction, pour pouvoir encore réagir sur votre réaction. Elle vous a manipulé. Elle est allée vous provoquer pour apporter une contre-réaction, pour pouvoir agir encore et vous attaquer de nouveau. Tout est manipulation. Alors, il y a la manipulation consciente. Quand on fait quelque chose dans l'idée de faire du mal à l'autre, ou d'atteindre quelque chose pour pouvoir assouvir son besoin. C'est de la manipulation consciente. Et puis on a de la manipulation inconsciente. Le seul désir pour l'être humain, c'est d'être aimé. C'est d'être regardé, c'est d'exister, c'est de laisser quelque chose. Alors, nous avons des parents, des salariés, des patrons, qui vont manipuler, mais d'une manière assez subtile. Et en même temps, ils ne s'en rendent pas compte. Ils vont exprimer un besoin en nous amenant une double contrainte. La double contrainte, vous pouvez le voir tous les jours, dans tous les secteurs de votre vie. La double contrainte, c'est vous proposer quelque chose où il n'y a pas d'issue. Quoi que vous fassiez, vous n'avez pas d'issue et vous allez vivre une culpabilité. Très souvent, cette double contrainte est utilisée soit par des manipulateurs narcissiques, soit par de la manipulation passive, on le retrouve très souvent chez les manipulateurs passifs, mais on va le retrouver aussi chez des parents qui désirent l'amour de leurs enfants, ou alors qui sont perdus avec eux-mêmes et qui vont ramener une culpabilité ou un double choix à une personne, mais quel que soit le choix qu'elle va faire, elle n'a pas d'issue. Nous avons des très vieux exemples de double contrainte. Un maître, par exemple, un maître en kendo qui a un bâton dans la main et qui est proche d'un de ses élèves et qui lui dit « Si tu me dis que c'est un bâton, je te mets un coup. Si tu me dis que c'est pas un bâton, je te mets un coup. » Un bon exemple. S'il lui dit que c'est un bâton, il va prendre un coup de bâton. S'il dit que c'est pas un bâton, il va prendre un coup de bâton. Comment sortir de cette double contrainte? Un élève particulièrement rusé a pris ce bâton et a dit à son maître « En garde, avec mon épée, je vais vous transpercer ». Il est sorti complètement de cette double contrainte en cassant le schéma de ce qu'on lui imposait. S'il restait dans cette double contrainte, de toute manière, il prenait son coup de bâton. Il fallait sortir de ce cadre-là. Un autre exemple. Je me souviens, en pension, j'ai subi le bisoutage, ce fameux bisoutage qu'on fait en première année, histoire de montrer qui est le patron et la hiérarchie. Ces deuxième et troisième années nous mettaient contre le mur, nous, première année, les deux pieds contre le mur, et on nous disait « Fais 3 pas en avant ». Alors on faisait 3 pas en avant, et on nous disait « De quel pied du mur tu es parti ?» Si on disait qu'on était parti du pied droit, on prenait un coup. Si on disait qu'on partait du pied gauche, on prenait un coup. De toute manière, quel que soit le pied que vous partiez, vous preniez un coup. Et si vous connaissiez la réponse, si vous disiez « Je suis parti du pied du mur », vous preniez un coup. On était vraiment dans une double contrainte où il n'y avait absolument aucune issue.
La seule issue, c'était de prendre ses jambes à son cou et à partir. Donc, encore dans la double contrainte, comprenez que quelle que soit la réponse que vous allez donner, vous n'avez pas de solution pour en sortir. Une mère qui va offrir, comme vous pourriez trouver l'exemple sur le document, qui va offrir 2 cravates à son fils, une rouge et une bleue, parce qu'il va faire son bal de fin d'année. Le soir du bal de fin d'année, le fils descend les escaliers et il s'est mis une cravate bleue. Et sa mère le regarde, il lui fait « T'as mis la bleue? T'aimes pas la rouge ?» Donc, s'il avait mis la rouge, elle lui aurait dit « T'as mis la rouge? T'aimes pas la bleue ?» Quelle que soit la décision du fils, il se retrouve devant une double contrainte et ressent de la culpabilité. J'ai pas fait plaisir à maman, j'ai pas choisi la bonne cravate, et en plus ça va le retrouver dans un état limitant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Problématique. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On est coincé et la double contrainte nous fait tourner en rond tant qu'on n'a pas trouvé de sortie. Vous avez aussi la mère qui va être en train de faire le ménage dans sa salle à manger. Et puis il y a le fils, là il est en train de jouer à l'ordinateur, il a une dizaine d'années. Et sa mère lui dit « Oh, il fait beau dehors, tu devrais aller jouer dehors, ça te ferait du bien. » Alors le fils pose la manette pour pouvoir sortir dehors, et la mère lui dit à ce moment-là « Tu sors, tu me laisses toute seule ?» Encore une double contrainte. Une double contrainte, s'il reste, lui ressent la culpabilité de ne pas avoir écouté sa mère et de profiter de l'extérieur, et s'il sort, il ressent la culpabilité de sa mère qui doit lui dire « Restez tout seul ». Je vais vous donner d'autres exemples. Je reçois un couple il y a quelque temps. Cette femme reproche à son mari de ne pas prendre assez soin d'elle. En étudiant cet homme, en recevant cet homme au bureau, je me rends compte que c'est un homme qui est une grande gentillesse, et dans ses métaprogrammes, il a une problématique, c'est qu'il est tourné vers soi. C'est-à-dire qu'il vit les choses pour lui-même, il n'est pas tourné vers les autres, donc il ne fait pas attention aux demandes des autres, c'est pas de la méchanceté de sa part, c'est qu'il fonctionne comme ça. Et il ne comprend pas que les autres attendent quelque chose de lui, puisque lui, il n'attend rien des autres. Il est du style à sortir du travail, de rencontrer un de ses collègues qui lui dit on va boire un verre, il va boire un verre, il n'appelle pas sa femme pour lui dire je bois un verre, je rentre plus tard. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est tourné vers lui-même, qui aime sa femme au plus haut point, mais il l'aime à sa manière, et sa femme est complètement à l'inverse, elle attend qu'il prenne soin d'elle, qu'il lui fasse des cadeaux, qu'il lui fasse des surprises, qu'il passe du temps avec elle, du vrai temps. Pas des moments où ils sont à table, elle parle, et puis lui, il est en train de penser à ce qu'il va faire ou autre. C'est pas qu'il ne s'intéresse pas, c'est pas qu'il l'aime pas. C'est que son fonctionnement neurologique l'emmène à fonctionner comme ceci. Alors, j'explique à cet homme ce que sa femme, comment fonctionne sa femme, et qu'est-ce que sa femme attend de lui. Alors, il s'est allumé quelque chose. D'abord, il a beaucoup pleuré parce qu'il ne pensait pas faire du mal à sa conjointe. Et il s'est décidé, on a fait une petite liste de choses qu'elle aimait. Donc, elle aimait une bouteille de vin en particulier, elle aimait sortir, elle aimait une surprise, elle aimait sortir au restaurant comme ça sans prévoir, elle aimait un petit week-end, garder les enfants. Elle aimait ces petites choses-là. Donc, il a fait une liste de ce qu'elle aimait. Et puis, dans la semaine, petit à petit, il a emmené des choses pour lui faire plaisir. Et là, il s'est retrouvé dans une double contrainte. Il faisait un effort dans l'idée, avec la conscience qu'il avait de faire plaisir à sa femme, et elle lui disait « Ouais, t'as vu ça avec Emmanuel, parce qu'en fait tu le fais, mais tu le fais pas automatiquement, c'est pas un plaisir, tu le fais parce qu'il faut que tu le fasses. » Donc quoi qu'il fasse, il se retrouvait coincé dans un système où il n'y avait pas d'issue. S'il ne le faisait pas, il lui reprochait de ne pas lui faire, elle lui reprochait de ne pas lui faire, et s'il le faisait, elle lui reprochait de ne pas le faire automatiquement et avec le cœur, et il le faisait parce qu'il était obligé de le faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Ça devient très compliqué. Bendler et Grinder, lors d'un séminaire, on avait une participante qui était là face à eux et qui leur disait « Je suis incapable de dire non. Je n'ai jamais pu dire non dans ma vie. » Alors ils lui ont simplement dit « Ce qu'on va vous proposer là maintenant, c'est de dire non à tous les participants qui sont dans la salle. » Et là, elle s'est retrouvée coincée. Parce qu'elle n'était pas capable de dire non à qui que ce soit. Il fallait qu'elle dise non aux participants qui sont dans la salle, et si vous ne voulez pas le faire, il fallait qu'elle dise non à Bendler et à Grinder. De toute manière, elle était coincée, elle était obligée de dire non. Il est important de comprendre que dans la double contrainte, ce genre d'exemple de Bendler et Grinder, en fait, peut aider la personne à comprendre qu'en fait, elle est capable de dire non. Hein, cette culpabilité de dire non, c'est une culpabilité de peur de ne pas être aimé ou de ne pas être accepté. On peut travailler là-dessus. Mais en même temps, se servir de cette double contrainte dans cet esprit-là, c'est d'aider la personne à dépasser ses croyances, pour l'emmener dans une capacité de pouvoir avancer. Maintenant, la double contrainte limitante, c'est le style de la mère, de la cravate, c'est le style du maître kendo.
C'est le style de ce qu'on peut subir tous les jours. Et puis c'est d'un autre style aussi. Vous allez le retrouver en entreprise. Une personne qui est très très malade, on va lui donner, qui est perfectionniste, qui aime atteindre et puis éplucher ses dossiers, on va lui donner beaucoup plus de travail. On va lui donner d'autres dossiers. Et comme elle a envie de bien faire, elle va prendre ces dossiers-là. Mais elle va se retrouver à un moment donné dans une double contrainte. On lui a demandé de faire un travail et il faut qu'elle le fasse. Mais si elle fait ce travail-là, elle ne peut pas faire le travail qu'elle a à faire. Donc il faut qu'elle choisisse. Alors elle va choisir ce travail, mais elle va se ressentir la culpabilité de ne pas faire celui-ci. Donc à un moment donné ou un autre, il va falloir qu'elle choisisse soit qu'elle apprenne à dire non, soit qu'elle apprenne à faire les choses les unes après les autres sans donner un résultat qu'elle désire avec cette incapacité de temps qui ne lui appartient pas. Donc avoir une double contrainte, quel dossier je vais choisir, quel est celui qui est prioritaire, et de toute manière, quel que soit le dossier que je vais choisir, je vais en abandonner un que je devrais faire. Donc vous voyez le débat de la dualité qui va s'installer. On va aussi le retrouver en entreprise avec une personne qui est malade, vraiment malade, qui n'a jamais pris d'arrêt maladie, une personne qui a cette appartenance à l'entreprise et qui a toujours fait son possible pour rendre son travail. Et là, elle est très malade. Mais malade à tel point qu'elle est obligée d'aller voir le médecin et le médecin lui propose un arrêt de travail. Et elle doit s'arrêter. Il faut qu'elle choisisse entre ses collègues, son travail, cette appartenance, et puis son état de santé qui ne lui permet plus d'avancer. Elle sait qu'il y a une partie d'elle qu'il faut vraiment qu'elle s'arrête, beaucoup de fièvre, des douleurs, elle ne peut pas continuer à y aller, mais en même temps, elle ne peut pas laisser ses collègues tout seuls, c'est comme si elle les abandonnait. Dans ses valeurs, ça ne peut pas fonctionner. Alors cette personne va appeler son supérieur en lui disant par exemple j'ai un arrêt de travail, voilà ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé, je ne sais pas quoi faire, si je dois venir ou pas. Et son supérieur, avec beaucoup d'empathie, va lui dire écoute, prends le temps, prends cet arrêt de travail, arrête-toi, repose-toi, prends tout le temps nécessaire pour te reconstruire, nous on va se débrouiller. On va demander à tes collègues de prendre ton travail, c'est clair que ça leur donnera plus de travail, mais nous on va se débrouiller. Rien que dans ces phrases, on va ramener encore de la culpabilité. Prends le temps, parfait. Repose-toi, parfait. C'est ta santé qui est le plus important, parfait. Après, on va donner ton travail à tes collègues. Donc déjà, elle ne voulait pas les abandonner. Ça va leur donner plus de travail, mais ils vont se débrouiller. On va être encore dans une double contrainte qui va s'amplifier et ramener encore plus de culpabilité. Ok, si je prends soin de moi, c'est les autres qui vont le payer. Et si je ne veux pas faire payer les autres, moi, je ne peux pas prendre soin de moi. Une double culpabilité, il n'y a pas de sortie. Ça devient très compliqué. Alors, il y a des astuces pour ne pas se faire piéger. On va les prendre les unes après les autres, tranquillement. Je vais vous donner des petits tuyaux pour pouvoir agir différemment et surtout ne pas laisser s'installer une double contrainte. Car vous aussi, vous vivez des doubles contraintes et vous vous en imposez.